Chers amis, bonjour. Dans cette vidéo, je vous propose de faire une revue complète de mon portefeuille. Pourquoi j'ai telle et telle position, quelles positions sont peut-être sur la sellette, est-ce qu'il y a des choses que j'ai encore envie de changer sur ce portefeuille, et l'objectif c'est évidemment pas que vous cherchiez à recopier ce qu'il y a dans mon portefeuille. Probablement, en fait, si vous venez de commencer à investir et que vous voyez que vous avez peu de positions dans le vert, etc., c'est pas parce que vous auriez des meilleures performances si vous essayez de faire comme moi. C'est juste que moi, ça fait près de 4 ans que j'ai commencé à investir, et donc quand ça fait 4 ans que vous investissez, normalement, vous avez laissé le temps aux intérêts composés de faire leur travail, et c'est ce qui explique que j'ai plus de 16 000 euros qui soient dans le vert. Mais ça, c'est quelque chose qui fluctue, et la chose que je regarde en priorité, c'est ça. C'est le revenu passif que je suis capable de générer grâce aux dividendes et grâce au travail que je fais avec les options. Et quand je dis travail avec les options, parce que des fois il y a encore des gens qui disent oui mais l'option c'est un revenu actif. Vraiment, ce que je fais sur les options, c'est quelque chose, ça me prend 5 minutes par semaine. Quand on compare avec des trucs qui sont qualifiés comme du revenu passif, par exemple l'immobilier, ça n'a rien à voir. On est vraiment sur quelque chose qui demande pas de temps et qui demande pas d'effort. Alors, je vais vous montrer donc ces différentes positions, puis on va commencer à en discuter. Première position de mon portefeuille, elles sont pas classées par... on va peut-être les classer par taille. Première position de mon portefeuille en taille, nous avons Total, position sur laquelle je suis largement en plus-value parce que j'ai acheté le gros de ma position quand on était pendant le Covid, et donc c'est ce qui explique que j'ai un PRU qui est assez bas, même si pendant le Covid c'était possible de choper du Total à 27. J'ai chopé quelques positions à 27, 28, etc. Et donc au fur et à mesure j'ai fait grossir cette position et le PRU est remonté, mais je suis encore largement bénéficiaire dessus. Qu'est-ce que je pense de l'action Total ? C'est une action, voilà, je l'ai vraiment pour le rendement. C'est une action qui est là pour me verser de gros dividendes. Donc vous savez, un Total a versé son dividende récemment. C'est pas une position que je suis à l'aise à avoir parce que je sais pas ce qui va advenir des gros pétroliers traditionnels. Même si on entend régulièrement que Total est en train de se diversifier dans de nouvelles sources d'énergie, le gros de l'argent de Total vient évidemment du pétrole et du cours du pétrole. Donc est-ce que à mesure que le pétrole va se raréfier, ça va devenir une entreprise qui va gagner de plus en plus d'argent avec la vente de pétrole, ou alors est-ce que le pétrole va être plus rapidement que prévu substitué par, je sais pas, l'hydrogène, par, je sais pas, l'électricité. Il y a pas mal d'incertitudes sur l'avenir de cette entreprise, et c'est pour ça que si je faisais pas d'options sur des niveaux comme ça, donc au-dessus de 60 balles, etc., je pourrais être tenté de sortir d'une position comme Total. Je pourrais être tenté de vendre, mais en fait, vu que j'ai fait des options, j'ai la possibilité sur Total de gagner à la fois pas mal d'argent avec les dividendes et avec les options. Si vous regardez l'argent que m'a fait gagner Total avec les options, on a quand même eu pas mal d'argent. Là, vous avez 95 balles, 100 balles, 104 balles, plus les derniers mouvements que j'ai fait dessus. Je vous avais fait une vidéo dessus pour vous montrer que Total m'avait rapporté, peut-être 400 euros en septembre, dividendes plus options, même peut-être plus que ça. Faire des options avec Total, c'est quelque chose qui me permet de diminuer le risque dans le sens précis où ça me permet de générer plus d'argent sur ma position et donc de m'assurer que je serai rentable quoi qu'il advienne de cette position. Et l'autre intérêt de faire des options sur Total, c'est que ça me permet de fixer un prix. Voilà, si je vends mes actions Total à 65, c'est quand même pas mal. Voilà, je sais que j'aurais fait une grosse plus-value et que en attendant, j'aurais encaissé pas mal de dividendes. Donc le fait de faire des options sur Total, ça me rassure dans le sens où ça permet de décupler le rendement, et pour cette raison, Total peut garder toute sa place dans mon portefeuille, et je suis même content que ce soit une de mes plus grosses positions. Qui est également une entreprise qui me rapporte beaucoup de revenus en termes d'options, mais pour le moment, en termes d'appréciation du capital, on est très largement dans le rouge. C'est un truc auquel je m'attends avec une boîte comme ST Microelectronics, parce que c'est une boîte qui a eu tendance à faire beaucoup le yo-yo. Quand vous regardez les prévisions des analystes, il y a des trucs du type ouais, ça va atteindre les 60, etc. Je sais pas. Et voilà, donc habituellement,
je serais pas tenté de faire des options avec des boîtes de croissance parce que le risque que vous avez, c'est de caper votre performance. Vous voyez là, la performance que j'ai sur STMicroelectronics, elle est capée à 44. Si STMicroelectronics tape, je sais pas moi, 46, 47, 48, la personne qui est en face de mon contrat pourrait être décidée de les racheter pour pouvoir empocher une plus-value. Donc voilà, c'est une entreprise, je pense que je vais essayer de l'accompagner à la hausse avec les options. Et donc concrètement, ça voudrait dire que là, l'option que j'ai sur Total, sur STMicroelectronics qui est en novembre, je l'avais vendue pour 121, je pourrais la racheter à 73 et puis mettre par exemple un strike price à 45 en décembre et empocher une plus-value. Mais comme je vous le disais, là pour la fin du mois de septembre, j'ai envie de me calmer un petit peu sur les options pour avoir de la puissance de frappe au mois d'octobre, parce que mon objectif ce serait ce serait que mon revenu soit toujours aussi impressionnant au mois d'octobre pour pouvoir valider cette perspective de la stratégie d'option. Je pense pas qu'en octobre je ferai plus de 100, plus de 1000, près de 1200 balles, et puis on a d'autres dividendes qui vont arriver, mais voilà, si j'arrive à faire 600, 700, 800 euros grâce aux options, ça me permettra de voir que c'est une stratégie qui est quand même assez viable. Donc STMicroelectronics, je suis content d'avoir cette position. Je pense que c'est un peu gros comme position, mais voilà, mon objectif ça va pas être de diminuer ma position STMicroelectronics, ça va être plutôt de renforcer ma position par exemple dans le SP500 pour que mes plus grosses positions soient un petit peu plus stables et un petit peu moins aléatoires que STMicroelectronics qui a tendance à faire le yo-yo. Donc pour STMicroelectronics, c'est pareil, j'encaisse les dividendes qui sont minimes. Le dividende que STMicroelectronics m'a payé là, c'était 12 balles auquel il faut retrancher la retenue, donc ça m'a rapporté combien STMicroelectronics là récemment? C'est ici dans l'onglet dividendes, STMicro m'a rapporté ouais voilà, près de 10 euros en dividende, donc ça va me rapporter 10 euros tous les trimestres, et avec les options ça va me permettre d'augmenter grandement le revenu, donc voilà, c'est très bien, ça a toute sa place et j'en suis content. Donc Apple c'est une boîte qui est là pour l'appréciation du capital, et donc elle fait très bien son travail. Je compte pas franchement sur le dividende d'Apple, parce que Apple ne compte pas non plus beaucoup sur son dividende, ils ont plutôt une politique d'apporter de la valeur avec le rachat d'actions. C'est pour ça que sur Apple, vous vous trouvez avec un cours qui a tendance à monter comme ça assez fortement, parce qu'ils rachètent régulièrement des actions, et c'est comme ça qu'ils augmentent la valeur de l'entreprise, et donc la valeur pour les actionnaires. Donc voilà, c'est une entreprise, ils augmentent leurs dividendes, ils pourraient l'augmenter beaucoup plus, ils l'augmentent de quelque chose comme 5% par an, ils pourraient faire mieux que ça, mais voilà, je reste dans Apple pour avoir cette perspective d'avoir mon capital qui s'apprécie. C'est une entreprise que je pourrais renforcer si les marchés baissent, mais c'est une entreprise que j'ai envie d'avoir en portefeuille sur le long terme. Et voilà, même 5% d'augmentation du dividende par an, c'est déjà intéressant. Alors, Ares Capital, ça c'est une entreprise que j'ai exclusivement pour le rendement. J'ai eu un point d'entrée qui était pas trop mal, ce qui me permet d'être en plus-value sur cette ligne, mais ce qui m'intéresse, c'est que Ares Capital me verse un dividende de près de 10%, et je crois qu'on le voit encore, où il n'a pas encore été crédité, ouais, il est ici. Voilà, c'est pas mal. Tous les trimestres, Ares Capital va me rapporter près de 50 euros, donc c'est pour ça que je l'ai, c'est pour avoir du revenu passif. Pareil, si une entreprise, si ça décroche, je regarderai un petit peu dans les finances pour voir comment elle se comporte, à voir si je renforcerai ma position dessus. Alors, après Apple, dans mes plus grosses positions, on a Microsoft, et Microsoft c'est pareil, très belle perspective d'appréciation du capital, et ce qui est intéressant par rapport à Apple, c'est que Microsoft est plus généreux en termes d'augmentation de leurs dividendes. Là, ils viennent de l'augmenter de 10%, et ça c'est typiquement le genre de boîte, Apple et Microsoft, où je serais pas très à l'aise de faire des options dessus, parce que c'est des boîtes qui sont précisément là pour avoir une croissance infinie. c'est pas une croissance infinie évidemment, mais voilà, quand vous regardez les courbes de ces boîtes, on est sur des choses qui montent régulièrement, mais l'intérêt de Microsoft, c'est qu'en plus, vous avez la perspective d'avoir au fur et à mesure des années un dividende qui deviendra de plus en plus significatif, donc très bien. Et ça c'est pareil, si à un moment il y a une crise, ça fait partie des boîtes que je renforcerai parce que j'y crois et j'en veux toujours plus. Realty Income, cas intéressant, donc ça c'est les boîtes que j'ai pour le rendement, mais elle s'est quand même pas mal effondrée.
Elle a bien souffert là récemment à cause j'imagine à cause des taux d'intérêt. Je me tâte en fait à mettre une cartouche dans Realty Income pour pouvoir renforcer ma position dedans. Là, vous avez un rendement dessus qui est assez important, mais je me méfie quand même. J'ai pas envie d'investir dans une value trap, dans une boîte qui va avoir un dividende qui va grandir parce que le cours de l'action va s'effondrer. Mais jusqu'à présent, Realty Income a été capable d'augmenter fortement son dividende. Donc voilà, j'y réfléchis. C'est sur ma watchlist. Est-ce que je renforce ou pas? Nous verrons bien. Main Street Capital, c'est aussi une boîte que j'ai pour le rendement. Et voilà, c'est une entreprise qui verse son dividende tous les mois avec un rendement très impressionnant, souvent aux alentours de 6-7%. C'est pour ça que je suis dedans, pour avoir ce petit flux de revenus réguliers. Je cherche pas à obtenir beaucoup du point de vue de l'appréciation du capital. Et le gros de la plus-value que j'ai, c'est grâce au rendement du dividende et pas tellement grâce à l'appréciation du capital. Mais ça me va très bien. Air Liquide, c'est une boîte, là j'hésite en fait c'est une boîte en termes de dividendes, c'est très bien. Vous avez un dividende régulier, vous avez un dividende croissant. Et en termes d'appréciation du capital, c'est vraiment très sympathique. Je pourrais décider de faire des options dessus au bout d'un moment, sachant que voilà, ce sera un peu comme ST Microelectronics, il faudra s'assurer de bien accompagner la croissance à la hausse, mais augmenter le rendement d'une boîte comme ça avec des options, pourquoi pas. Michelin, donc c'est une boîte sur laquelle je fais des covered calls, donc le cours de l'action s'est pas mal apprécié récemment, et là ça a rebaissé, donc vous voyez j'ai le strike price à 32, et voilà, je me dis une boîte comme Michelin partir à 32, c'est quand même assez sympa. Et en attendant, je vais voir si le cours de l'action continue à baisser. Je vais voir si je peux pas rapprocher l'échéance ou augmenter le strike price. Tiens, nous verrons bien. Ça fait partie de ces boîtes où il y a un rendement qui est intéressant, mais le problème des boîtes françaises, c'est que verser le dividende seulement une fois par an, c'est pas sérieux. Et c'est pour ça que la seule bonne manière de posséder des actions qui versent leur dividende seulement une fois par an, pour moi, c'est de pouvoir faire des options pour avoir des rendements plus réguliers, et c'est ce que je compte faire avec Michelin. AXA, c'est assez sympa, c'est une boîte qui s'est pas mal appréciée récemment. D'ailleurs, on est avec AXA, on était au-dessus des 29, et j'ai hésité en fait à faire rouler ma position, mais je me suis dit je vais pas mettre si je commence à mettre des échéances en juin, etc. pour AXA, est-ce que c'est vraiment la peine? Donc j'ai plutôt tablé sur le fait que au pire, si je perds mes actions AXA, c'est pas grave, j'aurai du cash que je pourrais redéployer ailleurs, mais finalement le cours a baissé, donc on va voir ce que ça va donner, et c'est pareil. Si le prix auquel je pourrais racheter l'option va significativement en dessous du prix auquel je l'ai vendu, je pourrais décider de faire rouler la position, et pourquoi pas garder AXA au printemps de l'année prochaine, où on pourra bénéficier d'un généreux dividende. On verra si c'est jouable, mais en attendant, je compte bien augmenter du rendement. Starbucks, c'est pareil, c'est une boîte qui a souffert pas mal. Je suis en légère plus-value dessus si on compte les dividendes qui sont quand même assez intéressants. Starbucks a augmenté récemment son dividende, et c'est un petit peu moins que ce que Starbucks est capable de faire habituellement, mais on est je crois à 7-8% d'augmentation, donc c'est supérieur à l'inflation. C'est exactement ce que j'attends avec ce genre d'entreprise. Et moi, l'hypothèse que j'ai, c'est que Starbucks devienne à terme quelque chose d'aussi puissant que McDonald's. Et vu que j'aime bien le dividende Starbucks, sa croissance et son rendement de départ, à ce prix-là, ça fait partie des boîtes où je pourrais me dire ça pourrait être intéressant de renforcer ma position. Et finalement, BlackRock, je suis en moins-value assez sérieuse dessus parce que c'est une boîte cyclique, donc elle a tendance à beaucoup se casser la figure et puis après à beaucoup remonter. Et en fait, BlackRock, je l'avais acheté à un assez mauvais moment parce que ça fait partie des boîtes que j'ai achetées pendant l'euphorie, je crois, 2021. Et j'ai acheté ça trop cher, et à ce prix-là, c'est une boîte que je pourrais aussi tout à fait racheter parce que BlackRock, on a à la fois la perspective d'avoir un dividende qui s'apprécie parce qu'ils sont capables de l'augmenter assez fortement, mais on a également pas mal de perspectives en termes de croissance parce que l'investissement via les ETF, c'est une tendance de fond. Donc j'aime bien cette boîte, j'aime bien son business model, et je suis content de l'avoir en portefeuille. En gros, il n'y a rien qui me stresse dans les boîtes que j'ai en portefeuille. Elles me
plaisent, elles jouent leur travail. Le seul truc, c'est que vu que la position action de mon portefeuille est plus grosse en proportion que la proportion de mon portefeuille que j'ai en ETF, l'argent que je vais gagner avec les dividendes et les options, je vais surtout le réinvestir dans la partie ETF de mon portefeuille au moins pendant peut-être les 6 prochains mois, et après on réfléchira à augmenter certaines de ces positions. Enfin voilà, on verra bien, je peux changer d'avis. Ce qui compte pour moi, et c'est une dimension qui est assez importante de l'investissement et dont on parle pas beaucoup, il faut que mes investissements me procurent du plaisir. Voilà, pour moi c'est comme le sport, ça fait partie des choses qu'on fait pour se faire aussi du bien. On est en train de préparer notre futur, mais il faut que le processus soit agréable, et le fait de faire des options, c'est également quelque chose qui me plaît beaucoup, parce que quand les marchés sont rouges, comme c'est le cas actuellement, eh bien je sais que j'ai des perspectives qui se dégagent au niveau de mes options. J'ai pas mal d'options qui sont repassées en dessous du prix auquel je les avais vendues. Ça voudrait dire que je pourrais faire une plus-value en faisant un petit roulement. Enfin, vous commencez à avoir l'habitude sur cette chaîne, mais on va se garder ces stratégies pour le mois prochain. Là, le prochain mouvement qu'il y aura sur mon portefeuille, c'est quand j'aurai mes petits virements qui vont arriver et les dividendes qui vont être crédités. Je mettrai une cartouche dans la partie ETF du portefeuille. Alors, l'autre partie du portefeuille, justement, ce sont les ETF, et là c'est très bien, ces ETF me conviennent tout à fait. Donc ma première position, c'est celle qui marche le moins bien. Je suis en plus-value dessus parce que les dividendes sont généreux, mais en termes d'appréciation du capital, cet ETF a pas mal souffert, et je pense que cet ETF est un petit peu moins bien que le Vanguard qui verse des dividendes. Celui-là performe mieux sur le plan de l'appréciation du capital, mais on a un rendement de départ qui est un petit peu moins intéressant. Là on a presque du 5%, du 5-6% en termes de rendement, donc c'est pour ça que je l'aime bien. Et pour la cartouche que je vais mettre dans les ETF, je vais soit renforcer celui-là et continuer de baisser mon prix moyen, parce que ça finira par remonter un ETF comme ça. Quand la prochaine fois que les gens vont commencer à flipper, à se dire où est-ce que je vais pouvoir chercher du rendement, etc., bah ça ira dans cet ETF là. Et l'autre raison pour laquelle je le garde, c'est que il verse pas le même mois que mes autres dividendes, et pour lisser un petit peu mon revenu, je trouve ça chouette de garder un ETF. Donc celui-là il va verser en octobre pour la prochaine fois, donc c'est pour ça que je le garde en portefeuille. Le SP500, c'est celui que j'aimerais que celui-là soit ma plus grosse position. Ce qu'il y a, c'est que ça m'embête de l'acheter sur les plus hauts, mais ça fait partie des ETF, je suis content de les acheter quand ça baisse plus franchement, mais voilà, il faut pas être fainéant avec cet ETF, il faut le renforcer régulièrement, parce que c'est quand même avec cet ETF qu'on a la plus belle perspective d'appréciation du capital. Et finalement j'ai le monde entier, donc ça c'est un ETF, je l'aime assez bien, mais il m'amuse moins quand même que les autres. C'est pour ça que j'ai une position qui est plus faible. Voilà, c'est un ETF qui est pas tellement plus généreux en rendement que le SP500, et qui a tendance à être un petit peu moins performant en termes d'appréciation du capital. Donc je le garde pour avoir de la stabilité, de la diversité dans le portefeuille, mais voilà, c'est pas celui dans lequel j'ai le plus envie de réinvestir. Et finalement dans mon portefeuille, vous avez les options. Donc vous avez principalement des covered calls, donc à savoir je touche de l'argent, je touche des primes parce que je donne à quelqu'un la possibilité de racheter mes actions à un prix qu'on a déterminé maintenant, un peu plus tard dans l'avenir. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui m'ont payé pour avoir la possibilité d'acheter mon ST Microelectronics à 44 en novembre, en décembre, pour avoir la possibilité d'acheter mon Total à 65 en juin, mais les options on n'est pas marié avec. Si par exemple Total décroche, eh bien le coût auquel je pourrais racheter l'option Total passera en dessous du prix auquel je l'avais acheté, et je pourrais décider de faire rouler la position en jouant sur la date d'exécution ou en jouant sur le prix d'exercice. Dernière venue dans les options, vous avez Santander, donc c'est une banque espagnole, et là j'ai décidé de vendre un put. Donc ça veut dire que dans ces 700 euros, il y a 340 euros que je réserve au cas où je devrais acheter mes 100 actions Santander. Et donc là, depuis que j'ai acheté ce put, l'action Santander a un petit peu monté. Donc ça veut dire que le prix auquel je pourrais racheter le put a baissé, mais je vais pas commencer à jouer à ça. Je vais plutôt jouer deux scénarios, soit Santander baisse et du coup je deviens propriétaire d'actions Santander et ça m'ira très bien parce que je vais les posséder avant qu'elle détache et paye son dividende, ou alors Santander va continuer de monter, et dans ce cas-là je pourrais décider d'accompagner la hausse en vendant un put
plus proche du prix auquel elle cote habituellement, et je pourrais plutôt décider d'en vendre 2 pour avoir une position un petit peu plus significative, et voilà, on verra ce que ça donne. Et je trouverais intéressant d'avoir une ligne comme ça où je fais la roue des options, à savoir quand j'ai pas les actions en portefeuille, je vends des puts, et quand j'ai les actions en portefeuille, je vends des calls. Et on va voir, hein, parce que si vous regardez que là, ça m'a rapporté entre 4 et 5 euros sur une ligne qui cote à 340, voilà, ça fait qu'on fait du plus de 1% par mois. On a la perspective de faire plus de 1% par mois, plus les dividendes. Donc c'est assez intéressant, et je voudrais pousser le truc pour voir à quel point c'est rentable de faire cette stratégie de la roue. L'un dans l'autre, ce portefeuille se porte pas trop mal du point de vue de l'appréciation du capital. On a les dividendes qui arrivent, les dividendes qui vont bien, avec cette belle courbe croissante qui est exactement ce que j'ai envie de voir. Et puis si on regarde le total des revenus passifs, on a une performance qui est tout à fait impressionnante. Je ne pensais pas que j'aurais été capable d'atteindre aussi rapidement plus de 1000 euros de revenus passifs par mois. C'est généré avec mon portefeuille, mais voilà, il y a juste les revenus realty que je compte également dans le revenu passif. Et donc un de mes objectifs pour mes investissements, c'est peut-être dans le courant de l'année prochaine dépasser les 2000 euros de revenus passifs, voilà, pour vous montrer que c'est possible quand on est constant et qu'on a une stratégie qui n'est pas délirante. Et il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers mon courtier DeGiro, mon partenaire vers la liberté financière, et en suivant ce lien, vous bénéficiez de 100 euros de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Par ailleurs, vous savez que vous pouvez rejoindre la page Patreon, où je viens de publier un tout nouveau guide où je vous présente dans le détail les différents styles d'investissement. Vous avez également accès à mon portefeuille alpha, sur lequel je vais bientôt envoyer une cartouche pour acheter des actions américaines. Et sinon, vous pouvez participer au FAQ. J'ai publié les réponses à vos questions dans une vidéo qui dure près de 30 minutes, et toutes les semaines on se fait une petite FAQ de ce genre-là. Donc si vous voulez accéder à tout ce contenu exclusif, ça se passe sur la page Patreon. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.